Nous sommes le jeudi 25 mars 2021 et vous écoutez le 6e épisode de la 2e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on parle matos et on s'intéresse aux super grands capteurs photo embarqués dans les appareils dits moyen format. Avec nos invités, nous allons vous expliquer en détail ce que sont ces appareils mythiques et ce qu'il est possible de réaliser avec. Cet épisode est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le moyen format pour tous. C'est parti, 6e épisode de la 2e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bonjour à toi Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Arthur, ça va très bien, je te remercie. Les semaines se suivent, se ressemblent un peu, voilà, toujours à distance, semi-confinés, mais on avance, on continue en espérant des jours meilleurs pour faire des photos et si possible, tester des moyens formats, par exemple. Alors cette semaine, évidemment, on va parler un peu plus matos que d'habitude puisqu'on va s'intéresser à ces appareils, les moyens formats qui sont un peu mystérieux pour beaucoup de monde. Et pour faire ça, on a le plaisir d'accueillir deux personnes que je vais présenter tout de suite. Et je vais commencer par toi, Jean-Michel Lenoir. Alors Jean-Michel, tu es auteur-photographe professionnel. Tu t'es spécialisé dans les images de nature et de grands espaces. Tu réalises aussi un travail corporate en entreprise et événementiel, notamment en mariage. Ton dernier livre, publié aux éditions Ramsay, intitulé Évanescence, met en lumière 10 années de photographie à la recherche d'ambiances minimalistes et de paysages épurés. Tu es aussi ambassadeur Fujifilm depuis 4 ans et tu utilises leur système hybride moyen format GFX. Bonjour à toi Jean-Michel et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous. Et pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir de nouveau, puisque c'est pas la première fois qu'il vient à ces micros, Renaud Labracherie, qui est actuellement le rédacteur en chef adjoint du célèbre magazine lesnumériques.com, qui est un grand spécialiste de la photo et qui a fondé et dirigé pendant plus de 10 ans le magazine en ligne focusnumérique.com. Salut Renaud, comment vas-tu ? Bonjour à tous, merci déjà de m'accueillir à nouveau sur le podcast. Écoute, je suis très content d'être là, puis de parler moyen format, c'est toujours un plaisir. Puis comme le disait Benjamin, confiné, on attend vraiment de pouvoir ressortir, mais bon, ça, c'est pas ça fin de la nouvelle. Bon, en parlant de nouvelles, on commence l'émission tout de suite avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance 3 nouvelles optiques en monture E. Panasonic propose des mises à jour de firmware pour ses Lumix S et Monthier Anderr lance son concours pour l'édition 2021 du festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. On n'arrête plus Sony qui annonce 3 nouvelles optiques pour son système hybride 24-36 mm en monture E. Après le 50 mm f1.2 G-Master de la semaine dernière, voici 3 nouvelles focales fixes en gamme Gold. Un grand angle 24 mm 2.8, un 40 mm f2.5 et un 50 mm f2.5. Ces nouveaux objectifs inaugurent en quelque sorte une nouvelle série optique qui se veut compacte, légère, homogène, polyvalente et surtout plus accessible que les G-Master. Pour parvenir à cela, un compromis a été fait sur l'ouverture maximale. Ces objectifs sont protégés contre les intempéries et disposent d'une bague de réglage manuelle du diaphragme. Les Sony FE 24 mm f2.8G, FE 40 mm f2.5G et FE 50 mm f2.5G seront disponibles début mai et proposés au prix unique de 700 €. Lumix propose une mise à jour de firmware majeure sur certains de ses modèles d'hybride 24-36 mm Lumix S. Au programme, on retrouve par exemple pour le Lumix S1 l'arrivée du double ISO natif et la possibilité d'enregistrer des vidéos en Apple ProRes RAW 12 bits via un enregistreur externe Atomos. En option payante, il est aussi possible désormais d'accéder à un mode vidéo 6K à 24 images par seconde et un mode 4K anamorphique à 50 images par seconde, des fonctionnalités qui étaient jusqu'à présent réservées au Lumix S1H.
La version V2 du firmware du Lumix S1 sera disponible le 6 avril. Pour accéder à toutes les nouveautés vidéo, il faudra débourser la somme de 199 €. A noter aussi que de nouvelles mises à jour majeures de firmware seront aussi disponibles pour les Lumix S1H et BG-H1. Et enfin, pour terminer, la prochaine édition du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der devrait se dérouler du 18 au 21 novembre 2021. Cette 24e édition reprendra en grande partie la programmation prévue l'année dernière, car le festival a dû être annulé pour cause de crise sanitaire. Les organisateurs ouvrent la participation au concours, aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs, dans de nombreuses catégories, 9 en photo et 1 en vidéo. Les candidats ont jusqu'au 30 avril pour tenter leur chance. En jeu, 40 000 € de dotation et une exposition lors du festival. Bon, encore une belle semaine d'actualité produits et culturelle pour la photo. Ils sont pas mal là, ces nouvelles optiques Sony. On sent quand même qu'il y a une petite inspiration de Sigma et de sa gamme Contemporary, non ? Ouais, légère. On va peut-être prévoir une rubrique Sony, non, finalement, dans les actus, parce que là, en ce moment, ils sont un peu partout. On entend parler un peu que d'eux, sur le segment du 24-36 en tout cas. Oui, c'est des belles optiques, et comme tu dis, c'est vrai qu'elles font quand même penser, notamment au niveau du design, à ce qu'on a vu chez Sigma sur les Contemporary en fin d'année dernière. C'est-à-dire des focales fixes très légères, avec une bague de diaph crénelée, qui permet de l'utiliser aussi en vidéo, une fonction déclic pour rendre la bague silencieuse, donc c'est bien. Après, c'est léger, ça reste, je trouve, assez cher, c'est 700 € par optique. Moi, pour j'allais des dire, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. T'es d'accord, enfin, tu vois, c'est des focales fixes qui sont quand même pas ultra lumineuses, quoi. C'est pas du 1.8, c'est pas... donc, il y en a une à 2, je crois. Enfin, c'est pas non plus super lumineuse, c'est pas donné, quoi, je trouve. Disons que c'est cohérent avec leur tarif 5G Master qui là sont stratosphériques. Là, c'est un peu plus abordable, mais on est sur pratiquement le double du prix d'optique similaire. Pratiquement, on est habituellement sur 250, 300 €. Là, on passe à 700, quoi. Mais bon, faut voir après, puisque généralement, les optiques Sony sont quand même super piquées et c'est sympa. Après, moi, je suis aussi très surpris de l'annonce Panasonic où finalement, on se rend compte qu'un petit tour de mise à jour logicielle et hop, on a un nouveau boîtier. C'est assez incroyable de voir qu'on peut débrider le Lumix S1 à ce point, ce qui prouve bien qu'il était extrêmement bridé au départ. Ça te parle, Jean-Michel, toi, des fonctionnalités vidéo aussi avancées, l'Apple ProRes RAW en 12 bits avec un enregistreur externe, le 4K anamorphique à 50 images par seconde. Ça te parle un peu la vidéo ou pas ? En fait, pas trop, hein. Enfin, moi, je suis plutôt pas trop un technicien. Moi, je suis vraiment à l'école de l'argentique, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise du moyen format et plus particulièrement du matériel Fuji. Mais peu importe, on va dire, la marque. Moi, j'aime parler d'intention photographique, donc c'est vrai que tout ce qui est purement technique me parle assez peu, hein. Pour moi, la technique, c'est vraiment la boîte à outils, hein, mais c'est pas le préalable, hein. Donc c'est vrai que T'es plus zoom, t'es plus focal fixe, c'est quoi ton école ? Alors je suis les deux. Je suis les deux en fait. Donc c'est vrai que sur la gamme de moyen format, aujourd'hui le parc optique est encore assez limité, même si avec on va dire en passant par des bacs d'adaptation, on a accès à pratiquement tout ce qui peut se faire. Mais on va dire, je suis à la fois évidemment en paysage, hein, j'aime les très grands angles, hein, les ultra grands angles, hein. Donc j'utilise l'équivalent d'un 18 mm. Et puis après, je vais utiliser pas mal l'équivalent du 25-50 pour sa polyvalence. Et puis après, des plus longues focales pour faire des vues de détail, des vues lointaines. Donc là, c'est vrai que par rapport aux focales qui sont annoncées, en focale fixe, j'évite de me disperser. Benjamin, est-ce que tu as vu passer d'autres actualités cette semaine qui seraient pertinentes d'aborder ici ? J'ai envie de redire un mot sur les mises à jour de firmware quand même, parce que pour le coup, là, ce que fait Panasonic, c'est-à-dire de rendre un S1 au niveau, finalement, d'un S1H, bon, ça montre, mais on le savait, on s'en doutait très fortement que c'est le même capteur. Donc, ça va dans le sens d'une certaine logique, mais qui serait bon de voir un petit peu plus, qui permet d'aller contre l'obsolescence programmée du matériel.
chose que fait très bien Fuji, très souvent, puisque Fuji est un petit peu la référence en termes de mise à jour de firmware régulièrement sur ses boîtiers, des boîtiers même anciens qui accèdent à des fonctions quand il y a une nouveauté qui apparaît. Je pense que quand on est client, c'est toujours sympathique de pouvoir accéder à ça. Donc j'ai envie de vraiment saluer ce genre d'initiative. Et là, c'est vrai que les vidéastes, là aujourd'hui on va parler de moyens formats, on va pas vraiment parler de vidéo, mais quand on est vidéaste, qu'on s'intéresse un petit peu à ça, là c'est des mises à jour qui sont vraiment très impressionnantes et qui montrent à nouveau les pas progressifs faits par la photo vers la vidéo de plus en plus, inexorablement. Renaud, toi qui es au cœur du réacteur de l'actualité photo quotidiennement, est-ce qu'il y a quelque chose un peu qui t'a marqué ces derniers temps, sur lequel tu aimerais qu'on revienne un peu? Effectivement, moi, il y a l'annonce de Panasonic où on voit en fait que le hardware à l'intérieur de le matériel, on va parler en français, de nos appareils photo, et il est vraiment évolutif et ça, c'est vraiment intéressant. Et comme on le disait, on a matière à le faire évoluer, avoir des nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que justement, moi, le moyen format pour la vidéo, c'est quelque chose d'intéressant. On en reparlera peut-être un peu. Puis moi, ce qui m'intéresse toujours autant, c'est toute cette arrivée de l'intelligence artificielle, dans les logiciels. On l'a encore vu là récemment dans Adobe RAW qui permet maintenant de développer des photos en multipliant la définition des images avec un grand renfort d'algorithme. Voilà, moi je trouve ça toujours assez fascinant en fait, tout ce traitement de données pour améliorer nos photos de manière automatique. Alors c'est plus ou moins faire réussi, mais je trouve ça toujours très très intéressant ce qu'on peut obtenir avec ces algorithmes-là, en fait. On passe à la suite. C'est le moment de ta chronique hebdomadaire, Benjamin. Cette semaine, tu vas nous parler d'une magnifique exposition actuellement en place au Musée national des arts asiatiques Guimet à Paris. C'est la story de Benjamin. Des images et des hommes. Bamiyan, 20 ans après. Cette exposition, visible au Musée national des arts asiatiques Guimet, commémore la destruction survenue le 11 mars 2001 des 2 Bouddhas de la cité afghane par les talibans. Un événement qui met en lumière la richesse du patrimoine afghan et qui se veut un appel à la résistance, puisqu'il y a 80 ans, 2 archéologues spécialistes de l'Afghanistan, Ria et Joseph Aquin, ont donné leur vie pour la France libre. Leur nom reste intimement lié à l'histoire du musée, comme le souligne la présidente Sophie Macariou. Il se trouve que Joseph Aquin était directeur du musée Guimet et en même temps dirigeait la délégation archéologique créée par la France en Afghanistan à partir de 1922. Et à ce titre, avec son épouse Marie, que l'on appelle Ria, qui était aussi une très belle photographe. Alors, point d'orgue de l'exposition, un panorama de plus de 16 mètres de long, signé Pascal Convert. À la fois artiste, écrivain, historien, il nous explique comment il a réalisé cette œuvre sur le terrain en 2016 avec un appareil spécifique pour effectuer une empreinte photographique. La prise de vue que les gens découvrent au musée Guimet a été prise par un appareil photographique robotisé qui d'ordinaire est utilisé pour détecter les micro-fissures dans les pales d'éoliennes. Donc un appareil photographique piloté par un ordinateur et surtout avec une optique très très puissante. Cet appareil photographique fait des milliers de photographies qui ensuite sont tuilées par un algorithme et reconstituées et ensuite retraitées pour des problèmes en fait de cohérence de l'image. Une œuvre d'une grande force visuelle qui permet d'observer la falaise dans ses moindres détails. On est très frappé quand on s'approche de cette œuvre de rencontrer le grain de la falaise. Il y a un effet de présence qui est tout à fait étonnant. Le rendu a été obtenu à partir d'un procédé argentique datant du 19e siècle. Il s'agit d'un tirage avec une technique platine-palladium très ancienne qui date des années 1870. Le pourquoi de cette technique, c'est que c'est une des techniques les plus résistantes puisque l'image rentre dans le papier, se tresse avec le papier. Le choix de cette technique de prise de vue, c'était de construire une image qui résiste. Exactement, en fait,
dans la lignée de ce qui se passe avec les grands Bouddhas, c'est-à-dire, ou le petit Bouddha d'ailleurs, le grand et le petit Bouddha, c'est-à-dire qu'ils sont absents mais ils résistent. Les 750 grottes creusées dans la falaise de Bamiyan étaient jadis habitées par des moines. Des sanctuaires pillés, des fresques millénaires détruites par les talibans, en brûlant des pneus et en utilisant leurs chaussures pour effacer toute trace. Le pneu en brûlant dégage une fumée extrêmement lourde et remplie de bitume et de choses qui s'accrochent au plafond et qui détruisent de fait les éléments de fresque qui étaient des fresques polychromes. Toutes les grottes étaient ornées en sculpture et en peinture. Une fois que cette destruction est faite, qu'on a ce recouvrement par un espèce d'agrégat liquide, charbonneux, noir, on va dire, voilà, plein de bitume, ils ont pris leurs chaussures et dans un geste d'indignité, d'infamie, ils ont tapé avec la semelle de leurs chaussures sur ce goudron, ce qui fait que la voûte de la grotte est recouverte, constellée d'empreintes de chaussures. Ce type de destruction ritualisée génère ainsi une autre image qui devient une forme de propagande. En faisant ce geste iconoclaste, en fait, ils produisent une image. Et c'est une image extrêmement forte. C'est un peu le même cas que pour la destruction des Bouddhas de Bamiyan. L'idée, en fait, qu'ils détestent les images, en fait, ils en produisent tout le temps. Mais ils produisent des images, en fait, pour attiser la colère et la haine de l'Occident. En fait, de cette manière-là, ils le manipulent. D'autres photographies, issues des archives du musée Guimet, permettent de voir le site tel qu'il était avant la destruction des Bouddhas. Des documents précieux. Nous sommes allés aussi revisiter nos collections photographiques, des photographies magnifiques qui ont été faites à la fois par Marie Aquin autour des populations de Bamiyan, mais aussi la documentation plus proprement archéologique, donc beaucoup de photographies, des relevés et des restes archéologiques qui sont maintenant des témoins extraordinairement rares, évidemment, de ce site qui a été ravagé. Aujourd'hui, la population, majoritairement composée d'Hazaras, une minorité chiite, vit toujours au pied de ces deux immenses cavités. Un site toujours sacré à leurs yeux. Le rapport au Grand Bouddha, il y a tout ce site, c'est que c'est leur lieu de vie. Ils sont extrêmement attachés. Ils ont été très très douloureusement atteints quand les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan. Cette exposition est pour l'instant uniquement visible en ligne, mais comme le souligne Sophie Macariou, il ne s'agit pas d'un événement virtuel pour autant. Ça n'est pas une exposition virtuelle, je dirais, c'est une exposition à distance. Elle est d'abord accessible en ligne par le biais d'une visite virtuelle. Il y a eu aussi une inauguration en ligne qui a réuni plus de 4000 personnes au moment où nous avons inauguré le 24 février, ce qui pour nous est très important parce que dans un contexte de musée fermé, en fait, nous avons plus ouvert, étonnamment, que d'habitude. Il n'y a jamais 4000 personnes, évidemment, à vernissage. Donc là, c'est pour nous un vrai succès, je dirais, plus que d'estime, un succès populaire. Il y a 4000 personnes qui se sont connectées pour suivre cette inauguration. Il y a également une conversation avec Pascal Convert qui est accessible en ligne. Et puis enfin, quand le musée ouvrira à nouveau ses portes au public, l'exposition sera accessible, bien sûr, dans le cadre de la visite normale, avec le billet de visite du musée. Donc, elle est simplement là. Elle attend ses visiteurs, même si cette exposition se porte vers eux pour le moment par les moyens du numérique. Alors Benjamin, l'expo, elle est physique ou elle est virtuelle du coup ? L'expo, donc comme l'explique Sophie Macariou, elle est physique, elle n'est pas virtuelle, elle est visible en ce moment de manière virtuelle, mais elle est bien physique. Normalement, elle est visible au musée jusqu'au 21 juin. Donc on peut espérer que on puisse s'y rendre à ce musée national des arts asiatiques Guimet, qui est situé dans le 16e arrondissement à Paris. Place d'Iéna. Moi, en tout cas, je ferai en sorte d'y aller dès que ce sera possible. Donne envie, tout carré. Parce que, écoute, en tout cas, de ce qu'on voit déjà et quand on écoute Pascal en parler, donc on peut assister à une discussion sur YouTube qui est assez passionnante. On voit bien cette espèce d'énorme panorama de plus 16 mètres de long
Apparemment, ça fourmille de détails. Et il y aurait une chèvre à découvrir dans l'une des cavités, donc c'est un peu où est Charlie là. On peut s'amuser à chercher ça, mais Je pense qu'il faut le voir en vrai quand même, hein. Ça ouais, doit je suis être. d'accord. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Quand t'entends Sophie en parler, t'as l'impression qu'il y a une petite expérience sensorielle, avec le grain qui se passe. Donc bon, je suis comme beaucoup aussi amateur d'images. On manque d'images en ce moment et ce genre d'intention aussi artistique qui mêle photographie et devoir presque de mémoire. Voilà, moi ça me touche et j'ai envie d'aller voir ça, quoi. Jean-Michel, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Plusieurs choses, hein. C'est vrai que c'est à la fois quelque chose d'extrêmement attristant parce que historiquement, culturellement, cet événement quand même majeur dans l'histoire de la civilisation avec la disparition de ces Bouddhas, cet axe de vandalisme et même de provocation au niveau international, ça nous touche tous parce que ça fait partie du patrimoine mondial, hein. Et c'est extrêmement important qu'il y ait justement des artistes qui s'inscrivent dans un rôle justement de mémoire et pour nous alerter et qu'on ait aussi parallèlement des archives pour mémoriser et conserver justement ce patrimoine-là. Et puis juste un mot, il y a un truc important par rapport aux images et par rapport aux projets éventuels de reconstruction. Comme on a vu en Syrie sur le site de Palmyre détruit par l'État islamique, les photos quand même permettent d'avoir une trace et d'éventuellement reconstruire tout cela. Et il y a un projet, il y a une espérance d'un jour de reconstruire les Bouddhas, les grands Bouddhas à la cité de Bamiyan, voilà, qui est mise à mal en ce moment parce que la situation du pays est telle que l'avenir à court terme est plutôt sombre, mais on peut toujours espérer qu'un jour le site soit reconstruit à partir d'images du coup. On passe à la suite. Je vous propose une petite respiration. On revient dans quelques instants après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO pour le grand débat avec le photographe Jean-Michel Lenoir et le journaliste Renaud Labracherie. Cette semaine, on s'intéresse aux super grands capteurs en photo et aux appareils moyen format. Alors en guise d'un préambule, je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Ghislain Simard, spécialisé dans la photo de nature et plus particulièrement dans celle des insectes volants en action et en macro. Au fil du temps, il a développé tout un arsenal d'accessoires pour réaliser des images incroyables en high speed. Il nous explique pourquoi il aime tant utiliser le moyen format dans son travail. On l'écoute. Quand on a découvert une image de 100 millions de pixels tirée sur un format d'1 mètre par 1,50 m, on comprend sans avoir besoin d'explications additionnelles pourquoi je suis amoureux du moyen format. Je photographie des insectes en vol, donc c'est quand même toujours des gros plans sur des scènes qui sont de petite taille. Et je trouve que c'est très intéressant de faire des tirages grand format dans les expos parce que ça permet de plonger le spectateur dans les images. Et à partir du moment où on a des images de très grande qualité, donc moi je travaille avec un capteur de 100 millions de pixels, les images ont plusieurs lectures, c'est-à-dire que le spectateur souvent découvre le tirage en restant à une distance certaine, adaptée à la grande taille du format que j'expose. Mais ensuite, je me rends compte que les spectateurs s'approchent des images, et plus ils s'approchent, plus ils voient des détails. Quand ils restent loin du tirage, mais ils voient par exemple les ailes d'un papillon qui est en plein vol, et qui comprennent comment le papillon joue avec les vortex qui créent au cours de ses ailes. Et quand on s'approche du tirage, on va découvrir qu'il y a des écailles sur les ailes des papillons. Quand on s'approche encore davantage, on découvre qu'il y a des petits poils sur les yeux des papillons. Et puis quand on revient à 20 cm du tirage, on découvre que les yeux des papillons sont faits de facettes. Et ça, c'est la magie du moyen format. J'ai énormément de contraintes techniques. Réussir à supprimer le flou de bouger, parce que moi, je ne photographie pas des Formule 1, je photographie des choses qui vont plus vite que ça, finalement, parce que ramener à la taille des insectes, comme mon cadre très serré, je photographie des scènes vraiment hyper rapides. Et la solution, je fige le mouvement avec des éclairs de flash électronique. Donc, je me retrouve justement en éclairage contrôlé. Donc, dans le domaine où le moyen format excelle. Et l'autre défi, c'est déclencher l'appareil au bon moment.
En fait, j'utilise quasiment toujours des systèmes de barrières lumineuses, en général avec un laser, pour déclencher l'appareil au bon moment. Et on a des problématiques de latence au déclenchement, dû au fait que les obturateurs mettent du temps pour s'ouvrir. Et l'avantage de travailler avec Hasselblad, c'est que c'est une petite entreprise, hein, et Hasselblad m'a ouvert la porte de sa R&D pour travailler avec le bureau d'études. Et mon rêve à moi, mais je ne sais pas s'il se produira, ce serait que on ait des appareils moyen format hybrides avec des grands capteurs qui sont à peu près de la même taille que le film, et le capteur est équipé de ce qu'on appelle dans le jargon technique d'un global shutter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un obturateur mécanique pour déclencher l'appareil de manière à réduire la latence au déclenchement au minimum. Alors, pour ceux qui connaissent pas le travail de Ghislain, je vous invite vraiment à le découvrir car voilà, il fait vraiment des images grandioses, spectaculaires. Il prépare d'ailleurs une grande exposition qui devrait se tenir dans le jardin de la Villa Valramey à Menton et qui ouvrira ses portes dès que les conditions sanitaires le permettront. Alors voilà pour introduire notre discussion. Alors ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est d'essayer d'expliquer ce qu'est un appareil dit moyen format. Et Renaud, c'est toi qui t'y colle. Bah, c'est vrai que pour revenir aux photos de Ghislain, c'était une claque, ça ne nous rajeunit pas. Arthur, c'était il y a quelques années Oui. à Montier, c'était vraiment une claque qu'on avait pris en découvrant ces photos. C'est vrai que c'était assez extraordinaire. Alors pour en revenir sur le moyen format, bah, on connaît tous le plein format, le 24-36, mal appelé plein format. En fait, tous les grands formats, donc c'est ce qui va se situer au-dessus de ce format 24-36. Et on peut appeler donc moyen format tout ce qui est en dessous des grands formats, et on va parler là plutôt des chambres 20 et 25, donc c'est plutôt les formats côté argentique pour ceux qui s'en souviennent du 4,5-6, du 6,6, en fait toute la base de 6, 6,7, 6,9, etc. Et quand on a basculé en fait dans le numérique, alors de manière assez étonnante, les constructeurs n'ont pas repris vraiment ces formats films exactement. On a été sur des formats qui sont un peu différents, et on a plutôt été sur des formats, alors pour être encore un peu plus précis, je relis mes petites notes, 43,8 par 32,8. Alors c'est quand même largement plus grand qu'un 24-36. Voilà, donc c'était un peu ces formats-là, et qui permettaient en fait d'avoir de mettre beaucoup plus de pixels, donc d'avoir vraiment une définition d'image vraiment importante, largement plus importante tout au début que les capteurs 24-36. Et pourtant, juste une précision quand même, quand on continue de parler d'optique, qu'elle soit moyen format, qu'elle soit APS-C, on parle toujours de référent 24-36 quand même, ça demeure un petit peu le format de référence. Bah, c'est le format de référence, le 24-36. Tout se calcule autour de ça, parce que c'est quand même le format le plus répandu pour le coup, parce que le moyen format reste justement quelque chose d'un peu qui fait rêver, parce que justement ce sont des grands capteurs, ce sont des boîtiers généralement très chers. Je sais que tout au début, le moindre dos numérique, ça devait coûter 20-25 000 euros, quoi. Sans le boîtier, et puis sans optique, voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu le Graal. Voilà, et puis c'était surtout des grands noms qui utilisaient des grands noms de photo, qui utilisaient les moyens formats, Avedon et Irving Penn avec les chambres, les choses comme ça. Jean-Michel, avant de travailler avec le système GFX, tu avais essayé les premiers moyens formats numériques. Alors, ils sont arrivés dans les années 2000. Hein. Les marques à l'époque, c'était Leaf, c'était des dos numériques, Phase One et même Imacon, qui a été racheté depuis par Hasselblad. Et le premier, on va dire entre guillemets, réflexe tout en un moyen format, c'était Pentax qui l'a fait en 2009 avec le 645D. Tu avais essayé tout ça, Jean-Michel, avant de passer au GFX ? Alors, j'avais pas essayé tout ça, mais j'avais quand même eu une très belle expérience avec un 6-17 Fuji pour du paysage, argentique, du coup. l'appareil panoramique par excellence. Et c'est vrai que ça m'a laissé, parce que j'ai quand même un lourd passé argentique, ça m'avait laissé nostalgique de ce rendu, de ce modelé d'image.
Et puis le boîtier était déjà quand même assez portable, hein. On était déjà dans un boîtier qui était vraiment fait pour être sur le terrain. Et ça m'a fait sourire parce qu'il y a très peu, il y a 3 ans, comme j'anime beaucoup de voyages photos et je pars souvent en Amérique du Sud, dans mon groupe, j'avais une personne qui avait un Fuji 617, hein, et c'était intéressant de voir un petit peu l'approche d'un photographe à la fois numérique et encore argentique, hein. Mais voilà, avec cette complémentarité, parce qu'on arrive, on a encore, on va dire, un rendu d'image qui peut être significativement différent entre les deux univers numérique et argentique. Mais voilà, c'est de cette expérience-là que j'ai eu envie de vraiment de retrouver, hein, ce plaisir d'aller sur le terrain avec un boîtier qui va m'en donner plus forcément, et en tout cas qui va m'accompagner dans mon intention. Et tu parles de modeler justement et de nostalgie par rapport à ce que tu pouvais obtenir en argentique. C'est quelque chose que tu arrives à retrouver sur les boîtiers numériques actuels, avec notamment peut-être des simulations de films, Effectivement, moi, etc. le premier boîtier numérique que j'ai eu, je crois que c'était en 2006. Donc à l'époque, j'étais en Nikon. Et c'est vrai que bon, je faisais essentiellement de la diapo à l'époque de l'argentique. Et quand je suis passé au numérique, ma grosse frustration, c'était la perte du modelé, hein, donc avec un rendu beaucoup trop contrasté. Moi qui aime les ambiances éthérées, brumeuses, très douces, hein, des ambiances qui font un peu rêver, avec des ambiances, des peu de contraste, hein. J'avais perdu tout ça et je m'étais dit, mais si c'est comme ça, le numérique, hein, ça va pas être possible pour moi, quoi. J'avais perdu l'âme de mes images. Et puis, au fil des années, évidemment, avec les avancées technologiques, on a retrouvé une qualité d'image qui s'approche justement de ce modèle-là. Et je dirais, peut-être en préambule, hein, pour dire pourquoi j'apprécie autant les boîtiers moyen format. C'est parce que en fait, c'est des boîtiers, effectivement, on parle de définition, donc il y a une définition extrême, mais c'est pas que ça. C'est surtout cette finesse, hein, dans les nuances de couleurs. Ça produit des images qui sont à la fois extrêmement détaillées, mais extrêmement douces en parallèle. Donc ça peut paraître assez contradictoire, mais non, en fait, et c'est un peu à ça que je pourrais résumer la notion de modeler d'image. C'est des images à la fois extrêmement définies, mais très douces dans les contrastes, et avec une palette de couleurs, de nuances qui sont extrêmement subtiles. Alors, le moyen format, pour commencer un peu à synthétiser ce qu'on vient de se dire, donc c'est un appareil photo numérique qui utilise un capteur plus grand que le format 24-36 qu'on connaît tous dans les hybrides ou dans les réflexes. Il y a deux types de boîtiers moyen format qui existent. Il y a ce qu'on appelle les boîtiers réflexes modulaires, hein, comme par exemple le Hasselblad H6 qui est composé d'un corps avec un miroir réflexe, d'une optique, d'un dos numérique et même d'un viseur qu'on peut assembler à sa guise. Et il y a des boîtiers tout en un, hybrides, comme peut le proposer Fujifilm avec, par exemple, le GFX 100. Il y a 4 constructeurs qui proposent du moyen format encore à l'heure actuelle. C'est Phase One qui fait des dos. Alors, ils montent même jusqu'à 150 millions de pixels sur l'IQ4. Il y a Leica avec le S3 qui propose un réflexe à 64 millions de pixels, Hasselblad avec le H6 qui est à 100 millions de pixels et Fujifilm avec le GFX 100 qui lui aussi est à 100 millions de pixels. Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Fabrice Michaud qui gère la boutique, vous le croirez si vous voulez, qui s'appelle Le Moyen Format, qui est situé boulevard Beaumarchais à Paris, qui existe depuis 1983 et qui, comme son nom l'indique, est spécialisé sur ce type de produit. Il nous donne son point de vue sur ce marché de niche, quels sont les utilisateurs de ce type de produit et quelles sont leurs attentes en termes photographiques. On l'écoute. On peut dire concrètement que le marché du moyen format, effectivement, c'est une niche. Mais c'est un marché qui aujourd'hui prend de l'ampleur pour plusieurs raisons. La raison essentielle, c'est que les appareils deviennent plus petits par le phénomène des appareils hybrides. Avec l'arrivée en 2016, on a eu l'arrivée de l'Hasselblad X1D, qui a un petit peu étonné, révolutionné tout le monde par son design quand même assez extraordinaire en termes d'ergonomie et de prise en main. Et Fuji a embrayé derrière avec la série des GFX avec le 50S. Donc on peut effectivement considérer que
Le moyen format est un marché qui se développe, puis le prix aussi, on peut parler du prix et de dire que les prix se démocratisent quand même pas mal. Et aujourd'hui, on arrive à 3 400 € pour un boîtier nu GFX 50R, ce qui est en dessous du prix d'un hybride Sony Alpha 7R4. On a essentiellement des gens qui sont des passionnés de l'image et bien entendu également les pros. Physiologiquement, le capteur moyen format permet d'avoir une absence de profondeur de champ avec des angles de champ qui sont aussi larges que des grands angles en DSLR classique. Et donc là, on aura l'avantage d'avoir des décrochages de plan et donc des sensations de relief et des bokeh qui sont beaucoup plus importants. D'où l'intérêt effectivement du moyen format. Et ça, les amateurs experts un peu qui ont un peu le sens de l'image, qui ont l'habitude de faire qui aiment faire des images, sont attachés au moyen format et bien entendu les pros. Je pense que c'est un marché qui va nous surprendre énormément dans les mois à venir. Jean-Michel, ça fait écho un petit peu à ce que tu disais précédemment. Par contre, comment se fait-il qu'on parvienne pas à retrouver finalement ce rendu sur le 24-36 ? C'est impossible du coup, parce que sauf si on fait des grands tirages, comment on s'aperçoit finalement de tout ça, de ces nuances de profondeur de champ, de rendu ? Est-ce qu'on s'en rend compte sur un écran d'ordinateur ou moi j'ai l'impression qu'il faut quand même aller sur des grands tirages, non ? Alors, c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites à ce sujet. C'est que 90 à 95% des images qu'on produit, elles se retrouvent dans une résolution pour les réseaux sociaux ou une résolution écran. Donc, faire le choix de partir sur du matériel moyen format, ça doit être, on va dire, réfléchi en fonction de l'usage et des supports qu'on veut rematérialiser pour les images. C'est vrai que, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un beau tirage et surtout un tirage en grand format. Et c'est là que le moyen format va pouvoir produire, on va dire, tout son potentiel. Donc, moi, j'encourage vivement les amateurs de belles images de rematérialiser sur du beau papier, surtout que maintenant, on a des gammes de papier qui sont vraiment extraordinaires dans toutes les marques. Et pour moi, voilà, un tirage grand format, c'est pas moins d'1,50 m. Donc, et c'est là qu'on voit tout. On parlait de modèle d'image. Moi, j'aime parler de couleurs. Parce que dans mon travail, je trouve que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup trop. On parle de résolution, on parle de composition, mais le travail sur le terrain, à la prise de vue, pour moi, il commence aussi au niveau de la couleur. Et c'est pas au niveau du post-traitement que je travaille mes couleurs principalement. Évidemment, il y a toujours un post-traitement nécessaire, mais si je peux le faire à la prise de vue, on va dire, ça va me permettre d'aller plus loin dans mon intention photographique. Et c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui un appareil hybride moyen format, c'est que je fais, grâce à la simulation de l'image, je fais déjà de simulation d'image et simulation de film, couplé à la balance des blancs, je vais pouvoir déjà, en fait, j'ai une équation à deux inconnus qui va me permettre de travailler sur deux plans, balance des blancs et simulation de film qui vont m'ouvrir une palette de rendus, de couleurs et de contrastes qui sont quasiment infinis. On précise quand on parle de simulation de film, c'est les simulations de films argentiques, les Provia, Astia, Velvia, des films un peu mythiques chez Fuji qu'on retrouve comme ça et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est retrouver le rendu argentique, ça passe aussi par le rendu des couleurs. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est sous forme d'algorithme, de simulation, mais on va retrouver entre une Velvia extrêmement saturée avec des noirs assez denses, avec une Provia qui va avoir un rendu assez neutre, et puis d'un rendu plus proche, par exemple, de la pellicule Kodachrome, avec des noirs marqués, des couleurs un peu désaturées. Chacun va pouvoir retrouver, en fonction de sa sensibilité aux couleurs et aux contrastes, un rendu qui lui va bien, et c'est un peu de cette manière-là que je procède sur le terrain. Oui, et en parlant de terrain, c'est des rendus qu'on va pas du coup, qui vont pas être cantonnés au studio ou à la nature morte ou à la photo culinaire ces dernières années et récemment, notamment au travers de la gamme GFX, mais en numérique notamment, on voit arriver des nouvelles générations de capteurs, la stabilisation aussi, qui permettent d'aller faire du moyen format plus facilement aussi à l'extérieur. Toi, comment tu vis un petit peu ces évolutions, Renaud ? Alors c'est vrai que
Là, pour le coup, c'est vraiment, pour moi, c'est Pentax qui a permis vraiment de sortir le moyen format du studio, parce que c'est quand même bien associé à ça. Le moyen format, c'est vraiment euh, à la fois de la photo de mode, ou c'est la photo où on prend son temps pour faire la photo avec. Voilà, c'est toute une autre démarche photographique. Et c'est vrai que Pentax, avec le 640D et surtout le 640 Z, il a vraiment permis. 645, non? 645, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 140, 645D et 645Z, vraiment a permis de sortir ces moyens formats dans la rue pour faire du reportage. Voilà, c'était vraiment des gros boîtiers réflexes, certes, mais c'était quand même assez compact, c'était assez évolué, il y avait de l'autofocus, parce que c'est vrai que les premiers moyens formats argentiques sur lesquels on venait greffer un dos numérique, ça restait quand même quelque chose d'assez pas forcément complexe, mais assez délicat à mettre en œuvre. En tout cas, là, Pentax a vraiment permis de sortir le moyen format de son lieu habituel. Et c'est vrai que maintenant, comme le disait Monsieur Michaud, il y a vraiment, par la réduction de l'encombrement des boîtiers, on arrive vraiment à avoir ça maintenant partout. Je dirais presque, c'est vrai que quand on voit le X1D qui était vraiment tout petit, qui était vraiment assez incroyable, et là je rebondis sur ce que disait Jean-Michel également, sur un rendu de couleur qui est vraiment incroyable. Ben oui, effectivement, maintenant on peut sortir un moyen format de son lieu habituel. Et c'est vrai que la stabilisation, tout ce qui est tropicalisation, tout ça enrichit en fait le potentiel du moyen format. Vraiment, ça s'est vraiment démocratisé. Jean-Michel, dans tes activités de photographe corporate en entreprise ou même en événementiel type mariage, tu utilises du moyen format. Est-ce que finalement ce boîtier, il te donne c'est un peu un appareil statutaire de professionnels qui s'impose, et finalement un boîtier que des clients que tu pourrais avoir qui sont par ailleurs amateurs de photos n'ont pas? Alors aujourd'hui, le moyen format, je l'utilise à peu près à 90% des images que je produis, pratiquement l'essentiel de mon travail. Et effectivement, de plus en plus, je l'utilise en corporate, surtout en mariage. C'est vrai que les plus beaux portraits que je peux faire, c'est avec un 110 mm, 110 mm f2 avec le GFX 50S. Sur de l'image un peu préparée, le rendu, il est tellement beau, tellement naturel, les couleurs, les contrastes, le rendu global d'une image. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette approche d'utiliser un moyen format, le niveau qualitatif de l'image, le rendu, l'émotion du coup qui peut s'en dégager, on a du mal à faire marcher arrière. Quand on y goûte, c'est assez addictif quand même, parce que en fait, c'est un rendu particulier et qui pour moi est assez différent du rendu que je pouvais avoir avec un plein format ou avec un APS-C. Alors c'est sûr, ça demande un petit peu de vigilance, parce que on parlait justement de la profondeur de champ qui n'est pas la même. Donc en corporate, on va chercher du bokeh, donc il faut des optiques dédiées. Le fonctionnement de l'autofocus, effectivement, même si aujourd'hui on a beaucoup progressé quand on est sur du mariage ou sur du corporate, on est quand même en mode reportage. Donc il y a encore quelques années, c'était un peu délicat. Aujourd'hui, avec la dernière génération, et je pense notamment au GFX 100S que j'ai eu l'occasion de tester pendant une quinzaine de jours, là on a fait un pas de géant. On a fait vraiment un pas de géant. On est capable de saisir des scènes en mouvement, chose qui était impossible il y a encore quelques années. Oui, c'est vrai. Après, il y a quand même tout ça, ça donne envie, et quand on a la chance de mettre la main sur des boîtiers comme ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 semaines, puisque j'ai pu tester le GFX 100S. Dans les rues de Montreuil, en pleine soirée, on passe relativement inaperçu. Donc c'est très vrai tout ce qu'on est en train de dire par rapport aussi à une forme de démocratisation des prix plus inférieure, des boîtiers un petit peu plus légers. N'empêche que tout est relatif, ça reste relativement encombrant, ça reste relativement cher, quoi. Est-ce qu'on peut réellement parler de démocratisation dans tout ce contexte ?
Alors moi, si je peux intervenir, hein, donc pour avoir eu le GFX 100S dans les mains, donc je suis parti donc 15 jours sur le plateau de l'Aubrac pour faire un reportage sur les paysages en plein hiver. Donc sur le plateau, c'était fin janvier et ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu un tel niveau d'enneigement. Donc à défaut de pouvoir partir, normalement j'aurais dû partir à cette saison-là en Laponie finlandaise, hein, et bien je suis parti en Aubrac pour retrouver justement ces conditions quasi de Laponie. Et retrouver ces paysages complètement épurés et vierges avec une neige abondante. Et le parti pris, c'était de faire que de la photo au moyen format. Et donc, je suis parti avec 2 boîtiers, le 50S et le 100S. Et j'avais tout ça dans un petit sac photo type Wanderer, le Pruc, le 31 litres. Et parti pris également de ne pas faire de photos au trépied. Donc, pour justement essayer de mettre en avant la capacité de la stabilisation du GFX 100S à pratiquement tous les cas de figure, même des photos avec des temps de pause extrêmement réduits, 1/10, 1/15 de seconde. Donc ça, c'était mon parti pris. Et avec un boîtier qui est plus petit qu'un réflexe plein format. Et là, quand on parle d'ergonomie... Les optiques aussi, parce qu'on parle des boîtiers, on parle de la taille des boîtiers, mais les optiques, ça compte, quoi. Alors, les optiques, effectivement, optiques sont quand même pas... effectivement, mais je dirais, il ne faut pas regarder ça de manière unitaire. Je pense qu'il faut regarder le poids et l'encombrement que prend le matériel dans un sac photo. C'est ce qui est... Si on veut valoriser, on va dire, l'autonomie, la polyvalence sur le terrain, je pars du principe qu'il ne faut pas partir trop lourd. Donc j'avais 2 boîtiers, 4 optiques, ce qui n'est pas neutre quand même, hein, mais c'était tout à fait jouable et je suis parti à faire des marches pendant une journée complète en raquette dans la neige et c'était tout à fait possible. Et tout ça pour dire qu'en fait, le choix du matériel dépend avant tout de ce qu'on a envie de faire, de ses pratiques, mais aujourd'hui c'est possible et le moyen format n'est plus un frein dans son encombrement. Évidemment, les optiques sont plus lourdes, hein, quoique, il faudrait comparer quand même par rapport aux dernières optiques dont on a entendu parler avec Sony, le 50 mm 1.2, des optiques extrêmement lumineuses, mais qui sont certes également très lourdes. Aujourd'hui, le moyen format, l'encombrement et le poids du moyen format n'est plus un frein. Renaud, je vais te poser une petite question existentielle du coup sur la démocratisation de toute relative de ce genre de système. Si demain tu devais choisir entre, comme le disait Fabrice tout à l'heure, un Sony Alpha 7R IV ou un GFX 50R, tu tirais vers quoi ? Ah, c'est compliqué. Moi, enfin justement, je trouve que le 50R, il a aussi une bonne bouille. Et je trouve que voilà, en fait, ça fait partie. En fait, l'autofocus. Ah, il faut le même avec un bon autofocus. Si tu mets l'autofocus du GFX 100S dans le 50R, moi je suis client. Je suis très chaud. Non, mais, en fait, et je pense que ça va arriver très vite. Ah bah j'espère. Je pense qu'il y a des gens qui ont des infos qu'on n'a pas, surtout moi. Mais là, non, ce serait génial. Des infos. Le 50R, pardon, Renaud de te couper, mais il est quand même super sympa le 50R. Il est tout petit, là pour le coup, il est vraiment compact. Et voilà. Ouais. Et moi je trouve voilà que ça, au moins, ça te permet aussi, comme tu disais, de te démarquer un peu de ce que peuvent avoir un peu tout le monde entre guillemets, et c'est vrai, voilà, tu peux te faire plaisir, tu sors avec un beau boîtier, tu as une qualité d'image quand même qui est superlative. C'est pas la même chose, je dirais, voilà, c'est un choix fin cornéen, c'est compliqué. Moi, je partirais plutôt sur un 50R quand même. Et sachant, pardon, mais qu'on ne peut pas faire tout avec un moyen format et notamment un 50R. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quand même des limites de sujets aussi. Hein. Avec un Sony, peut-être qu'on pourra choper, par exemple, un cycliste lancé à toute vitesse et obtenir des images nettes. On est sur une autre forme d'approche et de démarche sur un moyen format. Mais enfin, moi, encore, pour y avoir goûté très récemment, qui est assez addictif parce que c'est une autre manière de se poser, de sentir la photo. On sent le poids du matériel. Comme disait Diane Arbus, le poids des photos, c'est aussi le poids du matériel. Enfin, on se pose différemment. On pose son regard différemment sur un sujet, c'est différent. Ouais, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. Et en fait, pour en revenir aussi, parce qu'on ne l'a pas forcément évoqué, je pense que ça va être un peu court, mais tout l'aspect vidéo aussi, raison, parce que ce modèle-là, en fait, on peut le retrouver en vidéo et c'est aussi très très intéressant pour le coup. Faudra faire une émission rendu vidéo et mais t'as complètement raison.
Jean-Michel ? Exactement. Alors oui, je reviens juste sur la remarque qui a été faite précédemment sur le parti pris de travailler au moyen format. C'est vrai que quand on choisit de travailler au moyen format, on ne va pas rechercher le maximum de polyvalence équivalent avec un plein format, quelle qu'en soit la marque, qui va avoir un autofocus extrêmement réactif. Mais aujourd'hui, le matériel idéal, je crois qu'il n'existe pas. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Et c'est vrai que le moyen format, c'est plutôt pour entrer dans une logique de se poser, de davantage penser ces images. On fait moins, on produit moins d'images, et pour cause, quand on voit le poids des fichiers, quand on regarde sur la taille d'un fichier généré par un capteur 100 millions de pixels, oui, un JPEG, ça fait 180 MO. Donc, quand on part en reportage ou quand on part en voyage et qu'on revient avec plusieurs milliers d'images, il faut pouvoir traiter tout ça. Donc, c'est des vrais partis pris. L'un ne remplace pas l'autre, c'est complémentaire. Mais voilà, c'est très important quand on veut franchir le pas de mesurer un petit peu, évidemment, la qualité d'image qu'on va pouvoir atteindre. Mais évidemment, il y aura des contraintes. La gestion de la profondeur de champ, quand on est en paysage, c'est plus délicat que quand on a un capteur de taille plus petite, parce qu'on a moins de profondeur de champ avec un capteur moyen format. Et ça peut poser des problèmes d'hyperfocale. Donc voilà, l'un ne remplace pas l'autre. Mais après, oui, il y a quand même un phénomène un peu addictif du rendu d'image. Quand on aime des images fouillées et douces, oui, c'est très compliqué de faire marche arrière. Tu ne pouvais pas me proposer une transition plus idéale. Alors voilà, on l'a bien compris, quand on parle de moyen format, on parle de très haute définition et de très grande taille de capteurs. Pour résumer, en gros, à peu près 100 millions de pixels. Mais il est possible de faire bien plus avec certains de ces appareils. Et Fujifilm a récemment d'ailleurs mis à disposition une mise à jour de firmware qui ouvre la porte de ce que l'on appelle le multishot sur le GFX 100 et qui peut désormais réaliser des photos en 400 millions de pixels. Alors je vous propose, c'est qu'on téléphone à Cyril Duchesne, qui est chef produit chez Fujifilm, pour qu'il nous explique un peu comment cette technologie fonctionne et ce qu'elle permet de faire. On l'appelle. Oui, allô ? Salut Cyril, c'est Arthur pour Faut pas pousser les ISO, comment vas-tu ? Salut Arthur, bonjour tout le monde. Écoute, je vais très bien en ce beau matin de printemps. Je suis en charmante compagnie avec le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, le rédacteur en chef adjoint du magazine lesnumériques.com et votre star ambassadeur Jean-Michel Lenoir. Le grand, le fameux. On a parlé moyen format en long, en large et en travers. Et là, j'expliquais un peu qu'il y avait une possibilité avec certains boîtiers de faire des images en 400 millions de pixels avec un capteur de 100 millions de pixels. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert de faire des images en 400 millions de pixels ? Alors, c'est une belle promesse technologique qui nous avait été vendue par les ingénieurs japonais dès la sortie du GFX 100. Donc, on parle de ça il y a 2 ans maintenant. Tout de suite, ils ont dit bougez pas, on va faire mieux que 100 millions, on va vous proposer 400 millions de pixels sans que vous ayez à changer votre capteur. Et on a attendu. Les Japonais ont mis un peu de temps à nous proposer cette solution. Et au final, elle est arrivée au mois de novembre à travers une mise à jour firmware sur le GFX 100. Et elle est aussi maintenant disponible sur le GFX 100S directement. Donc, le boîtier qui est sorti il y a peu. Cette promesse, elle est faisable parce que les Japonais ont intégré la stabilisation capteur au sein des boîtiers. Et c'est grâce à un déplacement de capteur, donc c'est grâce à 16 déplacements de capteur, parce qu'au final, on va faire 16 photos au total pour avoir un fichier de 400 millions de pixels. Et pourquoi 16 ? Parce qu'au final, on se dit, attends, 16 fois 100, ça fait pas 400. Donc, 4 devrait suffire. Mais en fait, l'avantage de faire 16 photos, c'est que ça permet d'avoir un niveau de précision en termes de couleurs qui va faire qu'on va se retrouver avec des couches RGB complètes. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce capteur qui était le capteur Foveon chez Sigma, qui est un des rares capteurs sur le marché à proposer 3 couches complètes. Et en fait, au final, on va imiter cette technologie à travers un déplacement de capteur. Donc, on va avoir une photo qui fait 407 millions de pixels avec des couches RGB complètes. Et c'est vraiment ça la force au final de ce 400 millions. Alors forcément, pour des photographes qui font du tirage comme Jean-Michel Lenoir, 400 millions de pixels, ça permet d'agrandir encore et encore et encore et de proposer toujours plus grand aux clients. Bien que cette technologie soit un peu limitée dans l'utilisation en paysage,
mais c'est surtout pour les photographes qui vont faire de la reproduction d'art, de l'architecture. Ils vont pouvoir avoir un niveau de détail au niveau des couleurs inégalé. En fait, on n'a plus besoin de tricher dans les détails fins. Étant donné que chaque pixel va avoir chaque couleur à 100%, il n'y aura pas de réinterprétation à faire. Donc, on va vraiment pouvoir profiter de 100% des couleurs réelles du sujet qu'on photographie. C'est vrai ça, Cyril. Par contre, il y a quand même plusieurs contraintes, on va dire, parce qu'on ne peut pas le faire à main levée et il faut passer par le format RAW. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mise en œuvre de cette fonction sur le terrain ? Ouais, combien de temps ça prend de faire 16 photos ? Alors, ça prendra au minimum une trentaine de secondes. Après, on peut faire des pauses allant jusqu'à 1 minute. Par exemple, c'est un peu le conseil qu'on donne pour ceux qui voudraient essayer d'explorer 400 millions de pixels en paysage. Au final, c'est de mettre un bon gros filtre ND devant et d'avoir des pauses très longues de manière à que tous les éléments qui puissent bouger naturellement sur une photo soient naturellement floutés, ce qui permettrait de garder tout ce qui est fixe vraiment bien figé dans l'image. Donc effectivement, les limitations, c'est pas à main levée. Il vous faut votre plus gros trépied, il vous faut une tête solide. Va falloir limiter les vibrations autour du boîtier parce qu'on parle quand même d'un déplacement d'un demi-pixel par demi-pixel, d'où la raison des 16 photos. Donc effectivement, sur le terrain, ça va demander à qu'on soit vraiment stable. L'appareil se débrouille, donc l'appareil travaille en obturateur électronique uniquement, de manière à ne pas avoir les vibrations de l'obturateur physique. C'est lui qui va faire les 16 photos d'affilée. On ne va pas appuyer 16 fois sur le déclencheur. Et on va pouvoir mettre en place un intervalle entre chaque photo pour éviter de saturer le buffer et ainsi faciliter la prise de vue. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire que ce 400 millions de pixels, c'est plus un usage reproduction d'art ou architecture que de l'usage paysager. Merci Cyril. Renaud, tu as déjà essayé un peu sur votre scène test de faire des images en 400 millions de pixels. Ça patate ou ça patate pas ? Ouais, bien sûr, on a essayé et bien sûr que ça arrache, comme on dit. Et moi, je rejoins Cyril. En fait, il faut vraiment prendre toutes ces précautions à la prise de vue. Moi, je me souviens que, en fait, on a une ligne de métro qui passe pas loin. Et rien que les vibrations du métro pouvaient se voir sur la photo. Donc, c'est vrai, voilà, ce qui donne l'idée en fait de la précision de ces images-là. Et je me souviens qu'on a fait pas mal d'essais comme ça pour voir un peu le piqué. Et en fait, on a vu des détails qu'on n'avait jamais vus auparavant. Alors, effectivement, ça fait des fichiers extraordinaires. Et c'est vrai que c'est bluffant. Mais voilà, après, je pense que c'est des utilisations vraiment ultra précises, effectivement, de reproduction d'art, de choses comme ça, de conservation, effectivement. Mais c'est vrai que tous les jours, c'est compliqué à mettre en œuvre quand même. Hein. Et justement, est-ce qu'on pourrait imaginer, Cyril, un mode intermédiaire pour les gens qui, même comme Jean-Michel, partent des fois pour profiter de la légèreté relative du moyen format, de partir sans trépied, de pouvoir accéder, je sais pas moi, à un mode de 150, 200 millions. On voit chez Olympus, par exemple, ou d'autres qui ont des multi-shots. Alors certes, c'est pas du moyen format, qu'on a plusieurs paliers. Dans ces modes-là, on a un mode à main levée et un mode, par exemple, sur trépied. Est-ce qu'il peut y avoir des évolutions dans ce sens-là ? Alors, on sait que les ingénieurs travaillent sur un mode que eux intitulent de brouillon, c'est-à-dire plutôt que de proposer 16 photos, on va plutôt faire que 4 photos. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une discussion. On sait qu'ils travaillent dessus pour proposer au final un aperçu rapide sur le boîtier. Donc là, on serait sur un 4x100 qui se montrait directement à l'intérieur du boîtier, alors qu'aujourd'hui, pour monter le fichier 400 millions de pixels, il faut passer par l'ordinateur. De là à avoir une pratique à main levée, on est encore bien loin de la mise en place et je ne peux pas vous en dire plus. Mais on sait que les ingénieurs travaillent sur une version un peu plus légère et un peu moins contraignante en tout cas. Bon, c'est super. Merci beaucoup Cyril de nous avoir expliqué tout ça. Tu restes avec nous ? Je reste avec vous. Messieurs, on va arriver à la fin de cette discussion que j'ai trouvée personnellement passionnante. J'espère qu'on a réussi à expliquer un peu plus en détail ce qu'était un appareil moyen format, ce qu'il était capable de faire et qu'on a donné un peu envie aux gens de s'intéresser à ces types de boîtiers si particuliers qui Il faut sont essayer, en tout cas. de plus en plus Il faut accessibles. les prendre en main. Ouais.
Je vous propose Et puis prendre rendez-vous avec son banquier. Aussi, après ça. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission et qu'on fasse notre question-réponse. Comme toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions au travers de nos réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram, questions que l'on pose à nos invités dans l'émission de la semaine qui suit. On a reçu des questions pour tout le monde cette semaine. Évidemment, il y a une petite contrainte. Alors vous allez voir, c'est des questions un peu existentielles et vous allez avoir 30 secondes uniquement pour y répondre. Je commence avec la première question qui t'est adressée à toi, Jean-Michel. Elle nous vient de Slowmo_FR qui nous avait déjà posé une question il y a quelques semaines. Et alors, il se demande, est-ce que le ratio de la focale 35 mm s'applique à l'ouverture ? Par exemple, est-ce qu'un 110 mm f2 équivaut à un 87 mm f1.6 ? Oui, moi je dirais a priori oui, puisqu'en fait tout est ramené à l'équivalent du plein format. Donc effectivement, un 110 mm est équivalent à une focale à un peu plus de 80 mm. Et cette proportion-là vaut aussi pour l'ouverture. Parfait, merci beaucoup. On attend la fin du jingle. Tu as fait beaucoup moins de 30 secondes. Et c'est quelque chose qu'il faudra qu'on rappelle souvent quand on parle des autres formats de capteurs aussi, hein, parce que ça va dans le sens inverse aussi. Ça s'applique. Parce qu'il faut jouer avec l'ouverture. Il faut en tenir compte quand on parle des petits capteurs notamment, hein, la PSC. D'ailleurs, ça aurait été bien de le rappeler là, justement, que pour les moyens formats, justement, c'est en dessous de 1, justement, le coefficient. L'astuce, c'est d'enlever la TVA. Enlever la TVA. On sent le commercial qui part. D'ailleurs, la deuxième question t'est adressée, Cyril. Tu fais le malin, on va voir. Elle nous vient de DR Cotard. Et DR Cotard se demande pourquoi ça coûte si cher. C'est le coût de capteur qui est toujours très cher. C'est ce qui faisait que les premiers full frame étaient très importants. C'est au final, ça reste une plaque de silice qu'on va découper en capteur. Plus le capteur est grand, moins on va faire de capteurs dans une plaque de silice, donc plus le capteur va coûter cher. Et on est sur des coûts de capteur très onéreux, indépendamment de la technologie qui est apportée autour. Et c'est vraiment ça qui fait qu'un moyen format coûte un peu plus cher qu'un full frame. C'est très clair. Merci beaucoup, Cyril. Mais de rien. Donc la petite astuce, voilà, pour le calcul de focale, c'est d'enlever 20%. Ça va hyper vite comme ça. Et enfin, pour terminer, la dernière question t'est adressée à toi, Renaud. Elle nous vient d'un certain Alexandre.gmd. Et Alexandre se demande si un moyen format en premier appareil, c'est vraiment raisonnable. Alors effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ton papa, est-ce qu'il est banquier ? Effectivement, ça peut être intéressant. Oui, bien sûr que ça peut être tout à fait envisageable. Moi, je vois pas de contre-indication. Je dirais que même les moyens formats, justement, dans leur démarche de mise en œuvre photographique, te permet justement de découvrir un peu tous les fondements de la photo, ouverture, temps de pause, voilà. On en revient au GFX 50R. Il faut un GFX 50R avec l'autofocus GFX 100S et on commence avec ça. Voilà la conclusion de ce débat et de cette session questions-réponses. Merci à vous 4. On arrive au moment de la conclusion générale de l'émission. Je vais déjà tous vous remercier d'y avoir participé. Cyril, écoute, j'ai la sensation qu'il se trame quelque chose là. Il y a des gens qui savent des trucs que nous on ne sait pas. C'est quoi l'actualité de Fujifilm et du GFX en ce moment ? Comment ça, il y a des gens qui savent des choses que moi je ne sais pas. Moi je fais comme les copains. Je suis pas placé assez près de Dieu pour avoir des infos en avance. Donc je fais comme vous autres, je vais sur Fuji Rumors et je me nourris en avance de ce qui va arriver. Donc je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est ce qui existe aujourd'hui. Ils sont toujours très en avance. Ils ont beaucoup d'informations qui sont vérifiées. Je crois qu'ils ont un taux de réussite de plus de 80%. Donc on se laisse découvrir. Donc toujours le développement de la gamme optique, toujours ça, bien sûr, c'est d'actualité. On sait que les Japonais, les ingénieurs travaillent beaucoup dessus à raison entre 2 et 3 nouvelles optiques par an. Pareil pour la gamme X. Pour ce qui est des boîtiers, on verra. C'est un peu la surprise parce que on est très dépendant de nos fabricants de capteurs. Et on n'a pas vraiment de nouveautés sur le capteur 50 millions. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, pas plus d'infos que ce qui existe déjà sur des sites de rumeurs, malheureusement.
Super. Bah écoute, on te remercie beaucoup de nous avoir expliqué tout ça et on espère t'avoir peut-être une prochaine fois au micro de Faut pas pousser l'ISO. Alors peut-être pas pour parler du GFX, mais peut-être pour parler de votre gamme d'hybrides APS-C. Merci beaucoup Cyril, à bientôt. Ce sera avec plaisir. À bientôt. Jean-Michel, quelle est ton actualité à toi ? Alors mon actualité, elle est très dépendante de la possibilité d'exposition. J'ai prévu cette année un certain nombre d'expositions, donc au Vincennes Image Festival, puisque j'étais invité aux côtés de Steve McCurry. Donc c'était une belle affiche. Donc pour l'instant, c'est reculé. Prochaine exposition, normalement, c'est à Arles fin mai, dans la galerie La Place des Photographes. J'aurai également l'occasion d'exposer au festival Photobrac au mois de septembre. Et puis après, ça sera donc en fonction des possibilités de voyage. Donc j'espère pouvoir repartir dans mon pays de cœur qui est l'Écosse. Et puis de pouvoir continuer à exposer en galerie. Malheureusement, pour elle, c'est compliqué en ce moment. Mais donc on va dire, mon actualité, elle est vraiment indépendante des lieux d'exposition. Ça marche. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et tu es le bienvenu quand tu veux à ces micros. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup à vous. Renaud. Qu'est pas ça sur les numériques en photo ? Écoute, coïncidence ou pas, nous, le dernier boîtier testé sur le site, c'est le Fujifilm X-E4. Voilà, donc j'invite tout le monde à aller consulter ce site et de voir un peu ce petit boîtier qui est très très facile d'usant aussi. C'est pas du moyen format, loin de là, mais il a une bonne bouille lui aussi. Et, oui, très sympa. Et un très bon capteur. Celui qu'on connaît. Effectivement, il est plutôt maintenant. Plutôt fin performant. Super. Bah écoute, merci beaucoup Renaud. Et puis pareil, toi, t'es à la maison. Hein. Tu viens vraiment quand tu veux. Benjamin, le monde de la photo, qu'est pas ça ? Alors en kiosque, on a un numéro spécial 200 pages avec un cahier workflow consacré uniquement à la post-production. Donc pas mal de tests de logiciels qui nous sortent un petit peu du carcan Adobe traditionnel. Et surtout, un grand dossier consacré au tirage fine art. Pour tous les amoureux d'expo et en manque de tirage papier, etc., on a concocté ce dossier-là. Et vous trouverez aussi un test du X4. Et il y a une plongée assez passionnante réalisée par Bruno Labarbère dans les arcanes du SAV de Niken au cœur de Paris. C'est très intéressant de savoir comment ils prennent soin de nos chers appareils et de nos chères optiques. Parfait. Écoute, merci beaucoup Benjamin. La semaine prochaine, on va s'intéresser à la pratique du portrait. Avec nos photographes invités, nous allons vous donner plein de conseils pratiques pour améliorer vos portraits. Cadrage, composition, éclairage, choix du matériel et même direction de modèle. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le moyen format pour tous. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.